Ah, la mer est agitée aujourd'hui. Rien de bien alarmant, mais suffisamment pour susciter un certain malaise. Une angoisse diffuse vous envahit, une sorte de pressentiment. Quelque chose de grave semble sur le point de se produire. Et soudain, des cris paniqués retentissent. En vous retournant, vous apercevez une vague immense, bien plus haute que toutes les autres. Serait-ce un tsunami? C'est exact. Lorsque l'on évoque des vagues dévastatrices, ce sont généralement les tsunamis qui viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, celle qui s'apprête à frapper votre navire n'en est pas un. Il s'agit d'une vague scélérate. Bien que tsunami et vague scélérate puissent tous deux provoquer des désastres, ils diffèrent tant par leur origine que par les lieux où leurs ravages s'exercent. Imaginez à présent une vague colossale, atteignant 18 mètres de hauteur, projetée sur votre navire. C'est un miracle que l'embarcation ne sombre pas. Cette lame massive, une vague scélérate, semble s'être matérialisée soudainement, comme surgie de nulle part. Aussi inquiétantes, imprévisibles et isolées qu'elles puissent paraître, les vagues scélérates ne sont pourtant pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Pour mieux visualiser, prenez la hauteur moyenne d'une pièce de votre maison. Le plafond fait sans doute un peu moins de 3 mètres. Une maison à 2 étages mesure généralement entre 6 et 9 mètres. Quant à la Statue de la Liberté, elle atteint 34 mètres si l'on mesure des pieds jusqu'à la tête. Avec ces repères, vous pouvez vous faire une idée des dimensions des vagues scélérates, dont les plus hautes mesurent de 15 à 30 mètres. Pour qu'une vague soit qualifiée de scélérate, elle doit surgir de manière inattendue et dépasser en hauteur les vagues environnantes. Mais la mesure exacte de cet écart reste débattue. Certains spécialistes estiment qu'une vague scélérate doit être au moins 2 fois plus haute que les autres vagues importantes à proximité, tandis que d'autres ne partagent pas cet avis. Les vagues scélérates se distinguent également par leur pente plus abrupte par rapport aux vagues classiques, qui adoptent généralement la forme d'une grande houle. Cette configuration permet aux navires de gravir de telles vagues, même lorsqu'elles sont très hautes. Une vague scélérate, en revanche, s'apparente à un véritable mur d'eau. En raison de sa pente plus prononcée, elle percute les navires avec une force colossale, pouvant parfois déferler sur le bâtiment. Les vagues scélérates demeurent en partie mystérieuses, notamment parce que personne n'a jamais filmé leur formation, ni suivi leur cycle de vie complet. On dispose de quelques photographies de ces vagues exceptionnelles. Cependant, pendant des siècles, leur existence ne reposait que sur des légendes et des récits de marins ayant survécu à de telles rencontres. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé le mécanisme exact à l'origine des vagues scélérates. Une théorie évoque un phénomène de renforcement des vagues. Celui-ci survient lorsque 2 vagues interagissent et que leur hauteur se combine. Par exemple, si une vague de 5 mètres en croise une autre de 10 mètres, faisons le calcul, cela peut donner naissance à une vague éphémère atteignant 15 mètres. Les vagues scélérates ne se limitent pas aux océans. Le 10 novembre 1975, sur le lac Supérieur, un groupe de 3 vagues scélérates, surnommées les 3 Sœurs, aurait pu causer le naufrage du SS Edmund Fitzgerald, un cargo américain naviguant sur les Grands Lacs. Cette catastrophe a entraîné la perte du navire et de tous les membres de son équipage. Ces vagues se succédèrent à un intervalle trop rapproché, empêchant le navire de se stabiliser et d'écoper l'eau apportée par la première avant que la suivante ne frappe. Le capitaine d'un navire proche du Fitzgerald a rapporté que son bâtiment avait été frappé par 2 vagues de 9 à 10 mètres de haut. Ces vagues, vraisemblablement suivies d'une 3e, auraient ensuite poursuivi leur course vers le Fitzgerald, contribuant à son naufrage. Laissons de côté ce sujet et revenons au tsunami. Ces catastrophes naturelles représentent un danger extrême et diffèrent radicalement des vagues scélérates. Dans la majorité des cas, un tsunami est provoqué par un séisme sous-marin. Lorsqu'il se forme, il ne mesure généralement que quelques mètres de hauteur. Cependant, à mesure qu'il se rapproche du littoral, il gagne en ampleur. En entrant dans des eaux peu profondes, il commence à ralentir. La première vague frappe alors la côte, son sommet se déplaçant plus rapidement que sa base, ce qui explique sa hauteur et sa pente vertigineuse. Le point le plus bas de la vague touche la terre en premier, générant un effet de vide qui aspire l'eau loin du rivage, exposant la baie et le fond marin. Les personnes capables d'identifier ce premier signe annonciateur d'un tsunami peuvent encore avoir une chance de sauver leur peau. Quelques minutes plus tard, un gigantesque mur d'eau s'abat sur la côte, détruisant tout sur son passage. Mais il ne s'agit pas d'une seule vague. Un train de vagues se forme, composé de multiples vagues successives. La vitesse de ce train ne dépend pas de la distance à l'épicentre, mais de la profondeur de l'océan. En pleine mer, les tsunamis peuvent atteindre la vitesse d'un avion à réaction. Cependant,
Lorsqu'ils pénètrent dans des eaux peu profondes, leur progression ralentit considérablement. La première vague d'un tsunami n'est généralement pas la plus puissante. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent ce fait et commettent l'erreur de relâcher leur vigilance après son passage. Elles croient le danger écarté, ce qui les expose aux vagues suivantes, souvent bien plus imposantes et destructrices, qui les prennent de court. Un tsunami peut parfois se manifester sous la forme d'un torrent d'eau écumante. À d'autres moments, il provoque un retrait soudain de la mer, laissant derrière lui des poissons échoués et des bateaux retournés. Par ailleurs, une légère hausse du niveau de la mer peut également indiquer l'arrivée imminente d'un tsunami. Si la première vague atteint le rivage, la seconde, souvent plus grande, peut survenir après un certain délai. Vous pouvez également observer l'eau de mer bouillonner, tourbillonner et former des motifs étranges. C'est un autre indice indiscutable qu'un tsunami est imminent. Des vagues successives répétées peuvent aussi annoncer l'approche d'un tsunami. Si vous remarquez des houles inhabituelles se succédant à intervalles réguliers, il serait sage de vous diriger rapidement vers une zone surélevée. Étonnamment, certains des tsunamis les plus gigantesques ont été provoqués par des glissements de terrain. Un exemple marquant est celui de la baie de Lituya, en Alaska, où un glissement a généré une vague de 520 mètres de haut, l'une des plus imposantes jamais enregistrées. Cette vague colossale a déferlé sur la péninsule, emportant arbres, végétation et dépouillant le terrain jusqu'à la roche nue. Sa hauteur équivalait à plus de la moitié de celle du Burj Khalifa, la plus haute structure au monde. De même, lorsqu'un tiers du volcan hawaïen d'East Molokai s'est effondré dans l'océan Pacifique, cela a déclenché un tsunami atteignant 610 mètres, soit la hauteur de la tour de Shanghai, l'un des gratte-ciels les plus hauts du monde. Un autre phénomène océanique étrange et potentiellement dangereux est celui de la mer croisée. Elle se forme lorsque deux systèmes de vagues distincts se rencontrent à angle droit, ce qui se produit fréquemment près des péninsules, ou là où deux mers ou océans se rejoignent. Ce spectacle peut sembler impressionnant, mais seulement depuis le rivage. Il est fortement déconseillé de se jeter à l'eau pour interagir avec ces vagues. Les contre-courants qui s'y trouvent peuvent facilement entraîner sous la surface même les nageurs les plus aguerris. Les vagues carrées ont également été responsables de nombreuses catastrophes maritimes au fil du temps. De plus, si vous apercevez des vagues agitées, mêlées de débris marins et d'algues, abstenez-vous de vous baigner. Ces signes peuvent révéler la présence d'un puissant courant d'arrachement, capable de vous entraîner au large. Passons maintenant à un phénomène bien plus vaste, et même d'échelle véritablement planétaire. Les ondes de Rossby. Il en existe deux types, océaniques et atmosphériques. Mais compte tenu du thème du jour, concentrons-nous sur celles liées aux océans. Les ondes de Rossby, qui se déplacent lentement, diffèrent complètement des vagues de surface. Elles ne ressemblent en rien aux vagues qui déferlent sur les plages. Ce sont des mouvements gigantesques des océans, qui s'étendent horizontalement sur des centaines de kilomètres à travers la planète, toujours vers l'ouest. Leur ampleur est telle qu'elles peuvent influencer les conditions climatiques globales, provoquer des marées hautes et même entraîner des inondations dans certaines régions. Leur déplacement complexe dépend de leur localisation. Dans le Pacifique, les ondes situées près de l'équateur mettent de quelques mois à un an pour traverser l'océan, tandis que celles situées plus loin de l'équateur peuvent nécessiter plus de 10 ans pour accomplir ce même trajet. Alors, lorsqu'une onde passe, n'oubliez pas de lui faire un petit signe.